peux le faire, mais à la fin, ça apporte pas grand-chose. Et en fait, je trouve que c'est un bel enseignement de vie. Je sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas de projet. Quand tu fais un projet, faut accepter des fois que finalement, t'as pas pris la bonne décision et il faut arrêter. Ou alors, des fois, tu es en train de prendre la bonne décision, il faut écouter son instinct. Mais pour qui tu le fais, quoi? Est-ce que c'est pour toi et les autres, ou juste pour toi ou juste les autres, tu vois? Bienvenue dans Horizon Podcast. Ici, je donne la parole aux entrepreneurs de la métropole lilloise. Je suis Anthony Forcher, videste passionné par les parcours qui sortent des sentiers battus. Aujourd'hui, je discute avec Audrey Robout. Après une carrière dans la gestion de projets informatiques, elle a choisi de tout changer pour créer la ligne 13 Coaching. On va parler de son parcours, de ses choix et de ce déclic qui a transformé sa vie. Alors, installe-toi bien et c'est parti. C'est Audrey Rebout, coach de l'équité avec l'outil magique qu'est l'écriture, et je passe sur la chaîne d'Horizon Podcast. Donc Audrey, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Du coup, moi, je viens de Normandie, j'habite à Lille depuis 2007. Du coup, j'ai presque passé autant d'années la Normandie et le Nord. Le Nord, c'est ma région de cœur, c'est vraiment une région où je me sens très bien. Et je suis arrivée pour travailler donc, comme chef de projet informatique. Et puis depuis, on le réabordera sûrement, mais du coup, je suis en pleine reconversion, je suis coach certifié, coach de l'équité femmes et hommes, et avec un outil magique qui est l'écriture. Voilà pour faire simple. Voilà pour faire simple. Qu'est-ce que tu as fait comme étude du coup Alors, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Du coup, moi, j'ai fait des études dans le commerce international et les finances internationales. Donc, j'étais à la fac du Havre. C'est une fac des affaires internationales. Et du coup, j'ai réussi à accomplir mes rêves d'être toujours dans l'international parce que j'adore parler des langues étrangères. D'accord, du coup là aujourd'hui, t'es notamment bilingue en fait. Ouais, je parle anglais de manière courante, très courante. Bilingue, je dirais pas ça parce que c'est vraiment un long processus pour être pleinement bilingue, mais en tout cas, je maîtrise assez pour me faire comprendre et être capable d'interagir et d'animer. Quelle est ton expérience du coup à l'international? Et ben, du coup, donc j'ai fait plusieurs stages à l'étranger quand j'étais en études. Donc, je suis allée en Allemagne, en Angleterre, au Canada. Donc, tout ça pour mes stages de fin d'année. Donc 1 mois en Allemagne, 2-3 mois en Angleterre et 6 mois à Montréal, au Canada. Et puis ensuite, du coup, grâce à ça, grâce à cette expérience internationale, j'ai pu rentrer dans mon premier job. Donc c'était un job de chef de projet informatique. Donc ça s'appelait consultant informatique à l'époque. Et du coup, ce qu'on demandait comme prérequis, c'était au moins de parler deux langues étrangères. L'anglais et une autre langue, c'était un plus. Le but, c'était pour l'entreprise d'avoir des profils assez internationaux pour pouvoir s'adapter aux environnements internationaux. Donc là tu viens de dire que tu es parti dans plusieurs pays. Comment ça s'est passé les études à l'étranger? Là par exemple, tu es parti au Canada pendant 6 mois. Ouais, du coup, tu sais, quand tu viens de Normandie et que tu vas au Canada, c'est vraiment le grand écart parce que, en fait, à Montréal, c'est vraiment une vie très riche de ville. En fait, c'est une vie où tu peux sortir tous les soirs, où tu as des concerts tous les soirs, des activités, des expériences. Et donc, en fait, tout ce que je rêvais sans le savoir, je l'ai fait à Montréal, quoi. En fait, j'ai découvert ce que c'était les concerts, les activités, par exemple, aller juste faire des pique-niques, tu vois, dans le Mont-Royal. J'ai appris à faire du pain. Enfin, j'ai vraiment appris plein de choses différentes culturellement. Et puis, je me suis mis en lien aussi avec beaucoup de personnes. Et ça, c'était vraiment pareil. C'était génial de pouvoir rencontrer des personnes venant de tout le pays. Parce que quand tu te déplaces à l'étranger, en fait, tu rencontres les personnes qui sont sur place du pays, mais aussi tu es souvent dans un environnement très riche de plein de nationalités différentes. Et en fait, tout ça, ça m'a fait grandir, mûrir. En fait, voilà, tu reviens, tu es différent, quoi. Ouais, bah ouais, je veux bien te croire. T'avais quel âge quand t'étais parti en stage là-bas? J'avais 23 ans quand je suis partie à Montréal. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le métier de chef en informatique à l'international du coup? Donc, moi, j'ai fait toutes mes études à l'université.
Moi, c'était pas concevable à l'époque d'aller dans une école de commerce. En fait, dans mon idée, avant, je pensais que c'était vraiment la même chose, qu'on avait les mêmes cours. Maintenant, ce sera à refaire. J'ai toujours un petit regret de ne pas avoir fait d'école de commerce parce que, en fait, tu Disons que travailles c'est un peu beaucoup. plus dur. C'est réputé comme HR, non, l'école de commerce? J'ai pas fait ces études-là, mais je veux dire, c'est assez onéreux de faire ces études. Oui, oui. Oui, c'est ça. Je me voyais pas payer pour quelque chose que je pouvais avoir à l'université. Sauf que c'est pas du tout la meilleure, c'est pas du tout la même façon d'enseigner. Et ça, je l'ai compris après. En fait, en université, ça développe vraiment la capacité à réfléchir, à investiguer, à prendre son temps, à étudier, à se débrouiller par soi-même, à rechercher. Donc voilà, je pense que ça développe vraiment ça. Et ça développe aussi la capacité à apprendre, etc. Je pense qu'en école de commerce, c'est le contraire. C'est vraiment, tu travailles selon mon point de vue, en mode projet. Et donc, du coup, tu développes plutôt des facultés à interagir avec les autres, à travailler en groupe, à comprendre tout ce qui se joue dans une équipe. Et puis, de manière pragmatique, en école de commerce, selon moi, tu développes une confiance en toi parce que justement, tu fais. Plus que tu réfléchis, tu fais, t'agis. Voilà. Donc, mais bon, il n'y a pas de bon chemin, entre guillemets. On peut tous aller là où on a envie d'aller. Exactement, carrément. Et donc, quand tu as commencé en tant que chef en informatique, Ouais. Alors, du coup, j'ai fait des études en commerce extérieur et finance internationale. C'était le nom d'une maîtrise que j'ai faite. Et ensuite, après, j'ai fait un master. Et le master, j'ai choisi métier du conseil et direction de l'encadrement supérieur. d'accord. Et en fait, c'est le conseil qui m'a amenée à l'informatique. En fait, idéalement, au départ, j'avais envie de travailler pour les cabinets de conseil en stratégie et organisation. Et puis ensuite, finalement, l'informatique, c'est quand même quelque chose où on a besoin de justement toute la capacité à réfléchir, à organiser, à structurer, à développer des projets. Et donc, en fait, je me suis dirigée vers ça un peu naturellement. J'ai vu cette annonce qui me faisait rêver, quoi, une petite boîte à Villeneuve-d'Ascq qui recherchait des profils internationaux. Et voilà, du coup, elle m'a vraiment parlé, cette boîte-là, et j'y suis allée, quoi. Et du coup, en fait, ce qui t'a attiré, c'est côté international. En fait, Ouais. est-ce que c'était vraiment le métier même ou c'était cette opportunité Ouais, non, c'était l'international. Et j'étais contente aussi que ce soit à Lille. À l'époque, il y avait des grosses boîtes telles que CMA, CGM, donc tout ce qui est transport maritime. En fait, ils recrutaient à fond des Bac+5. Et en fait, pareil, avec un profil international. Mais c'était au Havre et moi, j'avais pas envie de rester en Normandie. Non, je reste focus, je vais dans le nord. Pourquoi le nord d'ailleurs? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, je pense que c'est une amie à moi qui m'a dit qu'elle était allée dans le Nord passer des... En fait, elle était partie faire des recherches pour rentrer dans une école de cinéma. Et je crois que quand elle est revenue du Nord, elle m'a dit non, mais c'est canon, Lille, c'est canon. Ou alors c'était en journalisme, je ne sais plus ce qu'elle voulait faire. Et en tout cas, elle m'a parlé du Nord vraiment de manière très chouette. Ah, et aussi, je sais pourquoi. C'est que quand j'ai fait mon master métier du conseil, je suis partie à Boulogne-sur-Mer. Et quand tu es de Normandie, c'est le Nord pour moi. Donc j'ai adoré les gens du Nord de Boulogne-sur-Mer. Les Boulonnais sont hyper sympas. D'ailleurs, à l'époque, donc ça va pas me rajeunir, mais je prenais ma voiture. Donc je voyais la différence entre les péages de Normandie, où les gens étaient un peu plus froids, on va dire. Voilà. Et ensuite, plus je montais, plus les péages, j'avais des sourires, des gens qui étaient sympas dans l'interaction, qui me disaient bonne route et tout ça. Donc voilà. Et en fait, j'ai vraiment eu un bon feeling avec le Nord, avec Boulogne-sur-Mer en premier. Et comme j'étais en études de 2004 à 2005, c'était l'année de démarrage de l'île 3000. Donc pour les gens qui nous regardent, en gros, l'île 3000, c'est un gros événement qui régit toute la vie de la métropole lilloise avec des concerts, des spectacles, des expos, plein de choses comme ça. Et en fait, j'ai eu la chance de faire la clôture de l'île 3000. Mais non. Et en fait, je me suis vraiment amusée. Donc c'était en 2005 sûrement, en fait, la clôture. Et en fait, je me suis amusée à redécouvrir ou à découvrir ce qu'était. Mais quand tu dis que tu as eu la chance de faire la clôture, qu'est-ce que tu as fait en fait? Ah non, mais j'ai pas fait la clôture. J'ai pas participé. J'ai vu en tant que spectatrice, quoi. D'accord, moi, excuse-moi, c'est pas du tout ce que j'avais compris. Mais en tout cas, en fait,
si, pourquoi c'est une chance d'être allée à cette clôture, c'est que j'ai vu la ville lilloise, les gens qui s'amusent, les gens du Nord qui sont super sympas. La vie, en fait, la vie du Nord, quoi. Enfin, j'adore le Nord, j'adore les gens du Nord. D'accord, et ça change totalement du Havre, quoi. Enfin, Oui, la Normandie, c'est, comment dire, c'est ma région de naissance et voilà. On a aussi certainement des qualités, mais tu sais, c'est comme quand tu pars de chez toi, bah, tu vois toujours ce qui est différent de chez toi. Donc moi, j'ai ouais, vu beaucoup de d'accord. différences et dans le bon sens. Je vois très bien, je suis pas de Lille de base. Moi, je viens de Perpignan, alors du coup, je trouve qu'il y a quelques différences, hein. C'est un peu les extrêmes, clairement. C'est un sujet que je devrais parler à un de ces quatre, mais en tout cas, c'est totalement différent. En rentrant dans cette boîte, tu étais directement chef de projet? Ouais, c'est ça. Donc du coup, j'étais consultante informatique et en fait, on était une boîte où on avait 23 ans. Ils avaient pris beaucoup de jeunes parce que quand tu es jeune dans une boîte, tu es flexible, on peut te modeler. Et tout ça, je l'ai compris par la suite. Mais moi, j'étais vraiment très modelable, entre guillemets, jusque 30-35 ans, quoi. En fait, moi, j'avais tellement envie d'apprendre, de découvrir et tout ça, que voilà. Du coup, ils recherchaient beaucoup de jeunes, à mon avis, dans cette dynamique-là. Et après, il y avait quand même des plus vieux, mais les plus vieux, c'était 30-35 ans. Quelles étaient tes tâches? Enfin, quelle était ta journée type une fois dans ce poste? Déjà, il faut imaginer que c'était en 2007. Et en 2007, donc les bureaux n'étaient pas, dans cette boîte-là, pas encore aménagés. Il n'y avait pas tous les systèmes. Tu vois, je crois que j'avais. Je sais même pas si j'avais. Non, si, pardon. J'avais un téléphone portable. T'étais par terre, Non, mais en fait, il faut vraiment que je te raconte cette anecdote parce que c'est vraiment rigolo. Honneur. En fait, il faut imaginer que la boîte qu'on avait, donc il y avait des bureaux quand même à l'étage qui étaient bien structurés, comme des bureaux où tu es à 3 à 4 par îlot. Mais je sais même pas s'il y avait un téléphone par îlot, tu vois, par îlot de 3-4 personnes. Mais en bas, ça faisait comme une table de banquet. Donc en fait, c'était que des tables en longueur, ça faisait un grand T. Donc tu avais comme ça et comme ça. Et en fait, il y avait un téléphone pour tout le monde, donc un téléphone pour 10-15 personnes. Et quand on voulait faire une réunion, parce qu'on travaillait avec le Liban, donc c'est vraiment rigolo, en fait, on travaillait en prenant le téléphone qui était au centre de cette immense table, et puis on le mettait de l'autre côté on laissait passer le fil, on le mettait de l'autre côté de la salle de réunion, et on faisait nos réunions comme ça. Et je ne sais plus si à l'époque on avait des téléphones, des PC portables. Moi, je pense, hein, Je ne sais pas 2007. justement. Je ne sais pas. 2007, alors c'était peut-être des vieux PC portables, mais comme je pense sincèrement que... Ouais, donc t'as raison, donc c'était des PC portables, donc on les prenait, mais en fait, du coup, je te laisse imaginer les conditions. Après, on est venu au visio, mais si tu veux travailler à l'époque comme ça, avec le Liban à distance, parce qu'en fait, on était une entreprise franco-libanaise, en fait, le dirigeant était libanais. S'il regarde la vidéo, je serais très contente, parce que lui, il m'a beaucoup apporté. On verra. Non, mais j'ai Si- vraiment... Si vous vous reconnaissez, mettez un commentaire, comme ça on saura si c'est vous. Non, mais voilà, c'est une boîte qui m'a vraiment, comment dire, elle m'a beaucoup donné, quoi. J'étais vraiment très heureuse de travailler pour cette boîte-là. Je me suis amusée pendant 7 ans. J'ai eu la chance de découvrir le Liban et les Libanais et les Libanaises qui sont vraiment exceptionnels. Et en fait, voilà, c'était une super boîte où voilà, tout était permis. Bref, j'ai adoré travailler pour cette boîte. Et en fait, du coup, voilà, les outils de l'époque, c'est pas la facilité qu'on a maintenant de faire des visios, des Teams. Enfin, voilà, c'est un autre monde, mais on s'en sortait quand même. Tellement l'évolution matérielle ou technologique a tellement évolué à partir de cette date-là. Donc, ouais, c'est sûr, c'est plus du tout la même époque. Mais du coup, après t'es resté dans ce rôle ou t'as switché à une autre entreprise? Qu'est-ce que tu as fait ensuite? En fait, je suis restée chef de projet de 2007 à 2024, donc plus de 15 ans. Alors, j'ai eu différents rôles, mais j'ai eu des rôles... en fait, quand tu es chef de projet informatique, il y a quand même 2 rôles qui s'annoncent. C'est soit tu vas être AMOA, fonctionnel, ou AMOE, technique. Et en fait, j'ai été, pendant les 7 premières années, plutôt dans un rôle fonctionnel, donc finalement, où tu prends vraiment en compte le besoin métier du client, et tu le fais développer par des développeurs et développeuses. D'accord. Et toi, en fait, qu'est-ce que tu faisais
Enfin, je veux dire, toi, je veux dire, c'est pas toi qui fais de l'informatique en soi, c'était des personnes qui étaient dans ton équipe, en fait, tout simplement, non? Ouais. En fait, moi, je me vois comme faisant partie d'une chaîne. Souvent, quand j'explique ça aux lycéennes ou aux collégiennes, j'explique que c'est comme une chaîne alimentaire de l'informatique. Donc, en fait, en début de chaîne, tu as un client ou une cliente qui a un besoin. Par exemple, développer une application mobile pour gérer des recettes de cuisine. Et donc moi, mon rôle, j'étais juste après cette chaîne-là, donc j'étais dans la deuxième position de cette chaîne, et je disais à la cliente ou au client, bah, qu'est-ce que vous souhaitez, quelle recette souhaitez-vous mettre en place, qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que c'est des livres que vous voulez faire et donc promouvoir les livres sur Internet, ou alors est-ce que vous souhaitez développer une application de recettes où on peut choisir les ingrédients et trouver une recette, etc., etc. Et en fait, je prends vraiment un exemple basique qui n'existe pas, parce que moi, j'ai géré des projets dans le monde du retail, donc des logiciels pour la grande distribution, achat, référencement produit, facturation, etc., supply chain. Mais avec cet exemple-là, je vais aller jusqu'au bout. Donc, je prenais le besoin, ensuite, je le retravaillais, je questionnais ma cliente ou mon client, je le faisais ou la faisais atterrir de son besoin. Et puis ensuite, une fois que c'était clair, bah, on mettait tout dans un cahier des charges. Un cahier des charges, c'est un gros document. Et puis dans ce document-là, bah, je disais, bah, mon client a ce besoin-là. Par exemple, créer une application pour des recettes de cuisine asiatiques. Il faudra pouvoir sélectionner les aliments et avoir des recettes qui correspondent. On pourra rechercher des types de cuisine par pays, Japon, Chine, etc. Et puis une fois que j'avais ce cahier des charges, eh ben, je le transmettais au développeur ou à la développeuse. Donc en fait, là, il y avait toute une question de transmission des informations, parce que, comme tu peux le comprendre, en troisième bout de chaîne, bah, tu n'as pas des fois tout le contexte. Donc en fait, tu as besoin de transmettre et en fait, tu as envie que ton développeur ou ta développeuse s'approprie le projet. Oui, et puis de toute manière, sinon, ça peut être déformé et il se peut que, bah, au final, le message de départ ne soit plus le même au troisième maillon. C'est exactement ça. En fait, à chaque maillon, tu peux avoir une déformation. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on écrit et qu'on formalise les choses pour éviter ça au maximum. Et puis ensuite, une fois que tu as transmis le cahier des charges à la développeuse ou au développeur, et ben là, lui ou elle se l'approprie. Donc, il ou elle commence à structurer les choses, à développer de manière informatique. Et puis là, c'est hyper simplifié tout ce qu'on vient de faire, mais en bout de chaîne, tu as l'assurance qualité, donc un testeur ou une testeuse qui vient regarder de manière pragmatique, est-ce que je peux me connecter à l'application? Est-ce que je peux rechercher des recettes japonaises? Est-ce que je peux rechercher, par exemple, qu'est-ce que je peux faire avec un plat de nouilles, etc. Et donc voilà, cette personne-là, elle arrive en bout de chaîne, c'est pareil, elle n'a pas le contexte, donc elle va se reposer sur le développeur ou la développeuse aussi. D'accord. Et donc mon job, c'était de faire que moi, je comprenne bien le besoin de mon client ou de ma cliente et que je transmette bien le besoin au développeur ou à la développeuse. Ok. Est-ce que tu as une anecdote particulière qui a pu se passer durant ces années? Quelque chose qui vraiment t'a marqué, alors que ce soit positif ou négatif? En fait, je pense que j'en ai une qui peut servir au plus grand nombre, et moi, ça me sert tous les jours dans ma vie. En fait, quand tu développes quelque chose, tu peux développer pour plein de choses, pour plein de raisons. En fait, parce que tu as envie de te mettre un défi technique, parce que tu as envie de faire un truc bien, parce que tu as envie de faire plaisir au client ou à la cliente, parce que tu te dis que tu vas changer le monde, ou alors parce que tu te dis que bah, ça va changer le business et que ça va l'améliorer, ou alors que ça va rationaliser les choses ou automatiser. En fait, bref, moi, je me pose toujours la question de quand je fais quelque chose, pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais pour moi? Parce que je pense que bah, quelque chose qui me fait plaisir à moi, déjà, bah, je vais avoir plus d'énergie, de motivation. Mais aussi quelque chose qui a de l'intérêt pour mon client ou ma cliente. C'est vraiment aussi... Enfin, on peut pas faire l'un sans l'autre. Et un jour, avec mon chef, c'était aussi dans mes premières années, j'ai appris que, tu vois, des fois, il faut abandonner, en fait. Quand on fait un projet, des fois, on va mettre des heures et des heures à comprendre le besoin métier, on va faire des ateliers, on va creuser, on va se dire, bah tiens, ça, on pourrait le mettre en place. Finalement, nous, on avait voulu gérer un gros calendrier promotionnel pour une grande enseigne du retail au Canada. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, on s'était trompé de voie. En fait, ce calendrier, c'était géré par une seule personne. Ça servait à alimenter une seule personne. Et en fait, ça n'avait pas beaucoup d'impact.
Donc en fait, c'est quand on développe des choses, il faut savoir pour qui, pourquoi, combien de personnes vont être impactées, combien on va gagner de temps. Est-ce que c'est pas quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui est réplicable? Là, dans le cas là, c'était une fois par an. Est-ce que c'est quelque chose, tu sais, des fois, tu peux, par défi technique, tu peux vouloir dire mais si, on peut le faire, mais à la fin, ça apporte pas grand-chose. Et en fait, je trouve que c'est un bel enseignement de vie. Je sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas de projet. Quand tu fais un projet, faut accepter des fois que finalement, t'as pas pris la bonne décision et il faut arrêter. Ou alors, des fois, tu es en train de prendre la bonne décision, il faut écouter son instinct. Mais pour qui tu le fais, quoi? Est-ce que c'est pour toi et les autres, ou juste pour toi, ou juste les autres, tu vois? Ouais, il faut bien réfléchir à ce moment-là, savoir pour ce que tu fais, pour qui tu le fais, et si t'as, enfin, j'imagine si tu as bien compris la problématique de la personne aussi, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de changer de vie? Enfin, tu as décidé de changer de voie parce que tu as passé 17 ans en tant que chef de projet. Tu as eu une expérience assez riche. Euh, Qu'est-ce qui fait que là, tu as décidé de te lancer dans une nouvelle aventure et dans un domaine certainement différent? Bah, on parle de la crise de la quarantaine, donc moi, ça arrivait à 42 ans, mais je pense que c'est un enchaînement de circonstances. Moi, j'y croyais pas trop à ce truc de crise de la quarantaine, mais en tout cas, moi, j'avais envie d'être entrepreneur depuis 23 ans, depuis mes 23 ans. Donc déjà, j'avais envie d'entreprendre, j'avais plein d'idées, j'avais envie de lancer un business. Je m'étais intéressée, ça fait au moins 10 ans que je m'intéresse à ça sur la métropole lilloise, que j'investis des cercles d'entrepreneurs, que je m'informe, que je me forme au marketing digital, que je rencontre des personnes, que je fais je sais pas, des talk shows inspirants. Et puis moi, je me dis, ah bah oui, pourquoi pas moi? Et en fait, voilà, donc il y a eu deux événements marquants par rapport à ça. En 2018, j'ai fait partie d'un événement numérique au féminin pour l'entrepreneuriat. Et en fait, c'était organisé par Social Builder. 500 femmes étaient présentes à ce grand événement. Et en fait, c'est pas rien d'être 500 femmes qui ont des idées de business, qui s'entraident entre elles et qui se disent « Ah bah tiens, pourquoi pas moi? Et si j'osais, qu'est-ce que ça ferait quoi ?» Et en fait, ça m'a donné vraiment les clés, cet événement-là. Ça a eu un grand impact sur moi parce qu'un an après, Social Builder cherchait 100 ambassadrices pour repromouvoir sur tout le territoire français ce qu'il nous avait donné un an avant. Et en fait, grâce à cet événement, je me suis dit, en fait, je vais postuler, je vais aussi prendre ma place, je vais me dire que moi aussi, je peux parler devant 100 femmes d'entrepreneuriat au féminin. Et en fait, je l'ai fait, j'ai été sélectionnée, donc je crois ils prenaient un tiers des personnes, donc finalement, j'étais hyper fière d'avoir été sélectionnée. J'étais super fière de m'être mise en action, de postuler, et après, j'étais super fière d'avoir organisé l'événement, donc je l'ai organisé à La Pleine Image, qui a accepté de recevoir un événement de 100 femmes gratuitement. Donc j'étais fière d'avoir poussé les portes, d'avoir osé, d'avoir demandé, d'avoir utilisé le réseau. Et après, j'étais fière d'avoir parlé devant 100 femmes d'entrepreneuriat au féminin. Et ensuite, après tout ça, tout le monde me disait c'est bien ce que tu as fait, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais d'autre? Et puis moi, je disais c'est rien, c'était one shot, je reste chef de projet informatique. Et puis en fait, les gens, avec leurs questions, je me suis dit ok, ça, c'est resté comme ça, puis ça a plané pendant quelques temps. Et puis ensuite, j'ai décidé de me former au coaching. Moi, je voulais être psychologue quand j'avais 12 ans. Je m'intéresse toujours aux gens, à l'épanouissement personnel, professionnel. Moi, c'est vraiment très important pour moi que les personnes puissent se dire qu'elles peuvent tout faire. Et en fait, si on a ce mental-là, on va se mettre en action, contrairement à un mental où en se disant je suis nulle, je suis pas bien, etc. Et voilà, je me suis formée au coaching. Je ne savais pas que ça existait, les écoles de coaching. Et grâce à ça, en fait, je me suis formée. Et en parallèle, ma boîte n'allait pas très bien, entre guillemets. Donc, c'était un peu une fin en soi pour ce job, cette entreprise, etc. Donc, je sentais que moi, en fait, j'avais vraiment d'autres ambitions. Et cette boîte-là était un peu sur le déclin. C'était un peu compliqué. Et finalement, c'est mon envie d'être coach qui a été plus grande que tout. Donc, voilà, je me suis séparée de cette boîte et je me suis mise à mon compte. Comment tu as fait pour te mettre à ton compte? Parce que c'est tout un processus aussi. Comment s'est fait ta transition? Parce que là, tu as décidé de quitter le monde du salariat pour être à ton compte dans le coaching. Comment tu as fait?
quelle est ta nouvelle activité aujourd'hui? Alors, du coup, je me suis formée au coaching dans une école qui est bien connue sur la métropole lilloise, qui s'appelle Coaching Ways. Et du coup, j'ai intégré le programme de formation. Et puis, je me suis entraînée, etc., etc. Et du coup, j'ai quitté ma boîte plus ou moins au même moment. Euh, et puis ensuite, cette décision de quitter ma boîte, elle s'est faite vraiment parce que ce que je vivais dans le coaching était vraiment en total opposé ou en totale opposition avec ce que je vivais dans la boîte. En fait, moi, j'étais en train de m'épanouir vraiment en mettant, comment dire, en voyant les choses de manière clairvoyante. Et dans ma boîte, c'était plutôt le contraire. Ma boîte était en difficulté et en fait, c'était un peu le flou total, quoi. Et donc, à un moment donné, ça a été plus fort que moi. Donc voilà, j'ai pris ma décision de partir. Et puis ensuite, quelques mois après, j'ai fini ma formation de coaching. Et puis on m'avait dit: «Ah, fais attention à bien te faire accompagner». Donc du coup, je me suis inscrite à la BGE. Exactement. Du coup, il y a 2 systèmes, souvent, pour, entreprendre, il y a 2 systèmes généraux en France, la BGE et la CCI. Ça s'est fait comme ça, c'est la BGE. C'est la BGE qui a gagné. Je me suis, comment dire, formée à devenir une entrepreneur. Donc en fait, pendant 6 semaines, j'ai suivi un programme, j'ai fait un business plan, j'ai réfléchi. C'était pas rien de réfléchir parce qu'au départ, j'avais 6 personas. Donc pour les personnes qui savent pas ce que c'est un persona, c'est à qui on travaille, avec qui on veut travailler, pour qui on travaille. On parle à tout le monde en même temps, 6 personnes. Voilà. Et je me suis rendu compte en faisant ce business plan que c'était pas possible de parler à 6 personnes parce qu'on perd les personnes et on peut pas faire 6 communications différentes. Comme je travaillais à l'international, je voulais travailler pour les expatriés, mais aussi les familles, mais aussi les enfants, mais aussi les hommes, mais aussi les femmes dans la tech, mais pas la tech. C'est tellement compliqué de parler à tout le monde. Voilà. Et en plus, ça se rejoignait pas. Parce que les Non, expatriés et la tech, c'est 2 salles, 2 ambiances, c'est vraiment très différent, quoi. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, quel est ton persona? Ouais, alors, Qui est ta cible? du coup, c'est une très bonne question. En tout cas, moi, je travaille avec les organisations, donc entreprises, associations et écoles, grandes écoles, pour promouvoir l'équité femmes et hommes. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'équité femmes et hommes? Alors déjà, l'équité femmes et hommes, je mets femmes en premier parce que justement, pour établir l'équité, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Souvent, on est imprégné des schémas, donc on va souvent parler de égalité homme-femme. Donc moi, en fait, j'ai renversé tout ça et c'est vraiment ancré maintenant en moi. Je peux plus dire autrement. Il faudrait que je réfléchisse pour dire hommes et femmes. Voilà. Et donc, c'est quoi? Je suis désolé, en début d'émission, j'ai dit femmes et hommes et femmes. C'est normal. On est imprégné de ces schémas, toi et moi. Et en fait, en vrai, il n'y a pas de mal à ça. Mais c'est juste, justement, j'insiste dessus parce que finalement, tout ça, ça vient de schémas qu'on a de manière plus ou moins consciente. Ou inconsciente. Ouais. Ou inconsciente, parce que justement, depuis tout petit, il y a plein de stéréotypes, plein de faux messages qu'on nous a mis en tête depuis tout. En fait, c'est ça. Moi, j'ai repris des études à l'université de Lille, donc un diplôme. Alors, je vais raccourcir le nom, mais c'est sur l'égalité. Et en fait, avec ce diplôme, j'ai vraiment pris conscience que finalement, il n'y a pas de problème avec l'éducation que j'ai reçue. En fait, quand on évolue dans sa vie, qu'on grandit et tout ça, en fait, on grandit avec ses amis, on grandit avec sa famille, on grandit aussi avec ses copains, copines de l'école, on grandit aussi avec la maîtresse ou le maître de l'école, on grandit avec la pub, avec le cinéma, avec les magazines. YouTube. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que je m'étais bâtie à travers Beverly Hills et Melrose Place, donc des séries où, en fait, tu sais, dans Melrose Place, il y a une méchante. Donc, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une blonde un peu vénale, l'argent, le succès, la richesse, etc. et écraser les autres. Donc ça, c'était la symbolique de la femme avec tout ça. Beverly Hills, en fait, c'est être avec l'homme pour tout ce qu'il a, parce que ça fait bien. Et en fait, ça fait de nous des femmes superficielles. Et puis en plus, tous les hommes ont vraiment un style de vie à tromper. Enfin, bon, bref, tout ça fait que je me suis construite à travers toutes ces images, mais j'en avais pas conscience. Et ensuite, je sais pas pourquoi j'ai reçu beaucoup de... en fait, moi, j'ai reçu, c'est comme si j'avais reçu l'information que la femme était inférieure à l'homme.
Mais j'avais aucune raison de le penser parce qu'on m'a jamais dit ça, que ce soit dans mon éducation, à l'école on m'a jamais dit ça, mes copains copines m'ont jamais dit ça. Mais en fait, j'ai réalisé vraiment que c'était ce que j'avais absorbé comme information autre. Concernant les pubs, c'est pareil. En fait, là, c'est vraiment tout récent. Je sais pas si tu as vu, il y a par exemple des pubs sur les voitures chinoises, là. BYD, là, un truc Ouais. comme ça. Ouais. Là, tu as des femmes qui sont jeunes et voilà. Mais jusqu'ici, en fait, jusque très tard, on a eu des pubs. Les hommes étaient dans les pubs de voitures. Les montres, c'était des hommes. Et puis, souvent, la femme, elle était utilisée comme quelque chose d'extérieur ou vraiment pour faire joli dans la pub. Et en fait, c'est très intéressant de voir l'évolution des pubs et comment ça a pu nous impacter, en fait, en termes de représentation. Et donc, voilà. Du coup, pourquoi je te dis tout ça ? C'est parce qu'en informatique, en fait, j'ai été à 50-50 dans ma première boîte et clairement, l'équité femmes et hommes, c'était pas un sujet. Ensuite, je suis arrivée dans une boîte où on était à 95-5. Donc là, je te laisse imaginer le pourcentage. Donc 95% d'hommes et 5% de femmes. Et là, forcément, ça commence à, à poser question. Par exemple, clairement. moi, je me suis aperçue que dans cette boîte-là, je m'étais masculinisée pour devenir comme les hommes. Donc, j'ai modifié mon apparence, comment je me suis habillée. J'ai modifié ma façon certainement de parler, de faire des blagues. Et en fait, tout ça, c'est parce qu'il y avait une majorité d'hommes et une minorité de femmes. Et en fait, je te laisse imaginer à tous les niveaux ce que ça peut créer. T'imagines des produits ou des services, donc là, c'était des logiciels, avec une conception masculine ou féminine. Même si on dit qu'il n'y a pas de différence, notre construction sociale fait qu'il y en a. Ouais, bien sûr, carrément. Et en fait, on a une façon de penser différente. Et comme on a une façon différente de penser et que c'est comme ça, pour l'instant jusqu'à demain, et ben, en fait, c'est bien de mixer femmes et hommes pour avoir beaucoup plus d'impact, d'analyse, de réflexion, d'angles différents. Et quand tu fais ça, et ben après, tu as des produits et services qui sont pensés par tout le monde, pour tout le monde, au lieu d'être pensés par les hommes, pour les hommes. D'accord. Et qu'est-ce que aujourd'hui, toi, tu proposes ? Alors aujourd'hui, moi j'ai 3 axes. Donc c'est marrant que tu me demandes ça parce que j'ai revu ma façon de présenter mon activité. Donc en fait, pour les entreprises, donc, j'ai 3 activités, on va dire, 3 propositions. Donc la première, c'est la ligne rapide de la ligne 13, la fast line. Et la fast line, ça va vite. Donc en fait, on fait des ateliers one shot. Ok. Donc là, c'est des ateliers pourquoi ? Pour par exemple régler la communication d'une équipe tech avec le métier, ou alors uniquement l'équipe tech, ou alors uniquement un service quel qu'il soit. Par exemple, travailler sur la communication au sein des ventes, ou alors au sein du marketing, ou entre deux. Donc voilà, ça c'est le premier truc. One shot, ça peut être aussi sensibiliser à l'équité femmes et hommes, biais de genre, stéréotypes, etc. Et puis ensuite, ça peut être aussi one shot sur du leadership féminin. Ça peut être du coaching, du mentorat et des ateliers, par exemple sur les rôles modèles, ou mon préféré du moment, le super pouvoir des femmes pour performer, en lien avec leur cycle. D'accord. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a après le one shot ou la fast line ? Donc, il y a une 9 Power Box. Donc ça, je l'ai appelée la 9 Station. Donc c'est la station 9. En fait, il y a 9 stations. En fait, c'est de septembre à juin. Donc en fait, le but, c'est 9 mois. Voilà, 9 mois. En fait, c'est commencer à plus ou moins un mois près. Si vous faites le calcul, il y en a 10, mais bon. Et en fait, le but, c'est quoi ? Le but, c'est de proposer donc, toute une démarche pour se mettre en marche sur l'équité femmes et hommes en entreprise, commencer avec un petit groupe de personnes et finir en apothéose pour la semaine de la QVCT. Donc, la QVCT, c'est qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. D'accord, ok. Et donc, c'est adapté à un petit groupe de personnes en début d'année. En fait, on grossit jusqu'à la fin de l'année. Et le but, c'est que mon outil magique, c'est l'écriture. Donc, avec ça, en fait, je vais amener les personnes à écrire, à réfléchir, à s'engager différemment. Et ensuite, il y a le dernier point. Donc là, pour toutes les entreprises qui n'ont pas envie de faire du one-shot ou un engagement sur 9 mois, je fais un accompagnement à faire des audits, à faire de la mise en place de plans égalité, et puis ensuite à les mettre en place. Là, tu es encore une jeune entreprise. D'ailleurs, on a commencé ensemble à la BGE. Quelles sont tes ambitions pour l'avenir ? Mes ambitions, donc du coup, je reprends mon outil magique. Mon outil magique, c'est vraiment pas anecdotique, donc c'est un stylo et un papier, on va dire.
parce que avec ça, on peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut vraiment travailler avec les personnes sur le fait de pouvoir s'exprimer autrement que par la parole, s'exprimer autrement qu'en groupe, devant les autres. Donc ça peut répondre à la fois aux problèmes de timidité qu'on peut avoir ou alors au problème de prendre trop de place, parce qu'on peut avoir les deux aussi. Enfin, les deux, on peut avoir l'un ou l'autre, mais en tout cas, les deux peuvent exister au sein d'un groupe. Et en fait, avec cet outil, j'ai vraiment l'ambition d'impacter le maximum. Moi, ma mission à moi, de ma boîte, c'est de démocratiser le coaching pour toutes et tous. Moi, j'ai bénéficié du coaching depuis que j'ai 30 ans. Ça m'a permis de sortir de plein de situations, d'avancer dans ma vie, de toujours trouver des solutions, de mettre en action, etc. Et en fait, ouais, je veux vraiment transmettre. Et en fait, je veux transmettre à toutes les personnes qui n'auraient pas envie de faire du coaching. Donc en fait, je propose une alternative, une autre façon de s'exprimer. Et en fait, l'écriture, pour moi, c'est vraiment une façon puissante de pouvoir bénéficier des outils du coaching. Et mon ambition, c'est de toucher 1000 personnes lors d'un atelier. Donc ça, c'est vraiment mon rêve ultime. C'est-à-dire, tu es sur scène et il y a 1000 personnes devant toi. Ouais, c'est ça. Ah, ça serait un délire. Ouais. Ça serait trop bien. Ça, c'est mon rêve. Tu vois, par exemple, je l'ai posé, hein, ce rêve-là, il est vraiment là. En fait, j'ai envie de proposer ça, tu sais, aux grosses boîtes de la région, que ce soit Cofidis, Société Générale ou Decathlon. Clairement, si vous nous écoutez, le lien de Audrey est dans la description, vous pouvez la contacter. Et vous réaliserez vos rêves. Non, mais en fait, au-delà de ça, de réaliser ce rêve-là, qui est pour moi important, c'est que moi, j'ai envie d'impacter un grand nombre de personnes. Et j'ai envie de montrer qu'avec seulement un papier et un stylo et une invitation à venir déposer, en fait, il peut vraiment se passer beaucoup de choses au sein d'un collectif. Et en fait, je trouve qu'un collectif qui vit une expérience commune à grande échelle, moi, c'est vraiment ce qui me donne envie, quoi. Donc ça, c'est mon ambition. Ouais. Ok, très bien. Alors, l'émission arrive à la fin. Comment est-ce qu'on peut trouver quels sont tes liens de communication? Quelles sont les choses qui font que tu t'es mis en avant, en fait, tout simplement? Pour l'instant, j'ai pas de site internet. On se parle, on est en juin. Je suis en pleine réflexion là-dessus. Donc voilà, ça viendra. Mais en tout cas, pour l'instant, on peut me retrouver sur LinkedIn et Instagram. Donc LinkedIn, c'est plutôt tout ce qui est mon offre de Fastline, atelier One Shot, ma 9box, 9 Stations et mon accompagnement aux audits. Donc tout ça, c'est sur LinkedIn. Et si vous voulez accomplir mon rêve avec moi, vous pouvez aussi participer aux ateliers d'écriture que j'anime 2 fois par mois, souvent le week-end. Et puis en attendant que ça vienne dans les entreprises. Et voilà, je fais des e-books, des petits cahiers d'écriture. Et tout ça, la partie écriture, c'est sur Instagram. D'accord. Et donc, le gros objectif, c'est 1000 personnes. C'est 1000 personnes impactées, ouais. Ok, soyons chauds. Là, contactez-la pour justement l'aider à réaliser son rêve. Très bien, Audrey, je te remercie d'avoir participé à l'émission. C'était vraiment on se connaissait déjà un peu avant parce que on a commencé tous les deux en septembre 2024 à la BGE dans l'incubation. Alors, je te remercie du coup d'avoir pris du temps pour passer dans l'émission. Comme je l'ai dit, tous les liens sont dans la description. Vous pourrez retrouver Audrey sur Instagram et sur LinkedIn avec toutes ses offres. Du coup, merci Anthony pour l'invitation. Franchement, je voulais te le dire, je te l'ai déjà dit avant, j'ai déjà dit sur LinkedIn. Je pense que ce qui est bien avec toi, c'est que quand tu as une idée, tu le fais, quoi. Par exemple, le site internet, je m'en souviens, on en parlait encore. Et tu revois Anthony 3 jours après, et le site, il est fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'admire chez toi, dans le sens où ça m'inspire beaucoup. Et je me dis, des fois, j'entends cette petite voix dans ma tête en me disant, mais qu'est-ce qu'il aurait fait, Anthony? Il l'aurait déjà fait. Ça m'amène à me booster. Et je voulais te remercier pour ça. Je pense que cette émission, c'est aussi pour toi quelque chose que tu avais en tête, qui te faisait rêver et que tu es en train d'accomplir. Et je pense que garde aussi toi ta motivation parce que je suis sûre que tu iras très loin avec tout ça. J'espère totalement. Et c'est vrai que l'émission, ça me donne un coup de boost parce que j'adore recevoir des entrepreneurs, des personnes qui font des métiers qu'on connaît pas en fait tout simplement, et apprendre à connaître un peu leur passé, leur parcours. J'adore cette partie-là et c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en avant.
C'était un nouvel épisode d'Horizon Podcast. Un grand merci à mon invité du jour pour ce partage inspirant. Si cet épisode t'a plu, fais-le savoir. Abonne-toi, lâche un like et partage autour de toi. Ça aide vraiment le podcast à grandir. Tu veux encore plus d'histoires comme celle-ci? Tous les épisodes précédents t'attendent sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Tous les liens, y compris ceux de mes invités, sont dans la description. Et si toi aussi tu veux raconter ton parcours ici, écris-moi à hello@horizoncapture.fr. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.